Nous sommes la génération gardienne de la mémoire. Élèves de terminale du lycée Jean-Paul II de Compiègne, nous partons à la rencontre de l'indicible, qui nous mène en Pologne les 13 et 14 novembre 2019. Aujourd'hui, des événements survenus lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment la déportation et la Shoah, nous semblent lointains. Il est si simple d'oublier les 6 millions de juifs assassinés par les nazis, avec la collaboration d'une partie des pays occupés, dont le nôtre. Cette réalité est encore proche, et malgré les partisans de la thèse négationniste, la collaboration de l'État français et la déportation de juifs de France a bien eu lieu il y a 80 ans. Notre devoir, ou plutôt notre travail de mémoire, est d'inscrire nos pas dans les traces de ceux qui ne sont jamais revenus pour prendre conscience et transmettre. Il y a un homme qui s'appelle toujours le grand rabbin Bernheim. Il disait qu'en fait il n'y a pas de devoir, parce que le devoir c'est comme si je vous contraignais à quelque chose. Et on ne peut pas contraindre des gens à faire un devoir de mémoire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est leur proposer un travail de mémoire. Le travail de mémoire, c'est de bien expliquer ce qui s'est passé, ce que nous avons vu, ce que nous avons compris, pour ceux qui, comme nous avant, même en sachant ce qui s'était passé, n'avaient pas assimilé réellement profondément ce qui s'est passé là-bas. Dans les premiers mois de l'occupation, les nazis se contentent d'une politique répressive qui prend rapidement un tout autre visage, avec les premières rafles en 1941. La rafle du Veldiv, des 16 et 17 juillet 1942, menée par la police française, marque le début de la déportation d'une grande partie de la communauté juive parisienne. Hommes, femmes et enfants sont emmenés dans le camp de transit de Drancy, au nord de Paris. La majorité des Juifs de France, dans leur itinéraire vers la mort, passent par Roy-et-Lieu, à Compiègne, avant d'être envoyés dans les camps d'internement ou d'extermination. Ce sont 69 000 déportés français qui trouvent la mort à Auschwitz-Birkenau, faisant de la France la troisième nation la plus meurtrie du camp. C'est un temps exécrable, la flotte versait, etc. Tout le monde sur la place d'appel, parce que les Allemands avaient quelques inquiétudes. Et au milieu de cette pluie, il y a eu un chant de la Marseillaise, comme jamais j'en ai entendu un, où tout le monde, d'un seul homme, un événement dans la vie du camp, et c'était une chose importante, et ça a été suivi ensuite de bombardements. Mesdames, messieurs, voie 2, attention au passage d'un train. Veuillez utiliser la manche. Quand on est face vraiment à ce lieu, on se rend compte que c'est réel. On ne peut pas nier l'existence de ce qui s'est passé. Le camp d'Auschwitz est créé en avril 1940 afin de mettre au pas et d'asservir la population polonaise, notamment les prisonniers politiques, les fugitifs et les résistants, ainsi que les intellectuels. Lors de la conférence de Yense en janvier 1942, l'administration nazie annonce l'application de la solution finale, l'extermination physique des Juifs d'Europe, à Birkenau, le second camp d'Auschwitz, qui peut accueillir 100 000 prisonniers. Birkenau est un camp de concentration de 191 hectares avec 300 baraques. Ce sont principalement les prisonniers politiques qui sont contraints à travailler pour les usines qui s'installent autour du complexe concentrationnaire. Ils sont battus, sous-nourris, sans hygiène, mourant de faim, d'épuisement, de froid ou du typhus. Le premier convoi de Juifs arrive en mai 1942. Le suivant, français, vient de Compiègne. Les convois se succèdent jusqu'en mai 1944, peu avant la libération.
de voir en fait là où le génocide a eu lieu. Et en fait, c'était une surface qui était équivalent à 2 terrains de foot. Et là, il y a eu 1 million de juifs qui ont été tués. Ça, c'est bouleversant en fait. En plus, la comparaison avec les photos qui ont été prises par les nazis et les photos volées qui ont été prises par les Sonderkommando, d'être au même endroit et de voir les cadavres qu'il y avait, c'était marquant. Déshabillés, les Juifs sont entièrement rasés et prennent une douche froide avant d'être mis en quarantaine. Les biens spoliés sont stockés dans des bâtiments appelés Kanada, synonyme de richesse dans la culture populaire polonaise. On a beau être préparé, on nous dit beaucoup que ça va être très dur et que c'est un lieu qui porte beaucoup de choses. La réalité nous rattrape toujours entre guillemets et quand on arrive sur le lieu, c'est quand même un gros choc. Auschwitz I est le nom germanisé du village polonais d'Auschwitzim. Le camp, dirigé par Rudolf Haus, est construit en 300 jours. Les barbelés et le portique d'entrée sont tristement célèbres. Oświęcim, c'est la ville d'Oświęcim qui est redevenue Oświęcim. Le musée Auschwitz garde son nom allemand pour faire cette distinction entre le camp de concentration d'extermination et la ville qui existait depuis le Moyen-Âge. En fait, c'était un camp qui était organisé par des nazis sur le territoire polonais. Et cette distinction permet de garder cette conscience de différence entre la ville Oświęcim et le camp qui était l'endroit d'extermination. On ne pourrait vraiment pas imaginer que c'est l'entrée d'un camp et puis d'un coup on arrive, on ouvre une porte et on se retrouve face à des baraques. Et en fait c'est un peu brutal et on n'a pas vraiment le temps de réaliser. L'entrée dans les camps, c'est vraiment à la hauteur de ce qu'on attend. C'est poignant, on imagine des centaines de convois qui sont passés avec des centaines de déportés, des milliers de déportés. On retrace vraiment leur parcours et c'est très très émouvant. On se dit qu'il y a des millions de gens qui sont passés dans nos pas, sauf qu'eux, ils ne sont jamais ressortis. Auschwitz I a une capacité d'accueil de 30 000 détenus. Pour assurer le bon fonctionnement du camp, chaque bloc a une fonction spécifique. Le bloc 20 était officiellement l'hôpital du camp, mais sert en réalité de laboratoire d'expérience. Le 3 septembre 1941 a lieu la première expérience au Zyklon B, gaz efficace et peu coûteux dans les sous-sols de la prison, sur des soldats soviétiques et des malades. Face au nombre croissant de juifs déportés, les nazis construisent alors une voie ferrée qui traverse le camp directement jusqu'aux chambres à gaz. Dès leur arrivée, les hommes sont séparés de leurs femmes et enfants, chaque groupe étant alors inspecté et divisé entre aptes et inaptes au travail. Plus de 80% des juifs sont ainsi déclarés inaptes. Ce sont les enfants, les femmes enceintes, les vieillards. Ils sont envoyés directement dans les chambres à gaz. Après les avoir parqués dans un bâtiment semblable à des douches, les nazis utilisent alors le Zyklon B afin de les exterminer. On est entré dans le premier crématorium qui a été mis en place par les Allemands. C'est à moitié sous terre
C'est un endroit très humide, très froid. Il y a quelque chose qui pèse sur nous quand on se déplace dedans. Il y avait une atmosphère un peu de mort, quelque chose de très morbide. C'était dur. C'est comme si c'était irréel. On est préparé, on sait qu'on y est, mais on n'a pas la sensation d'être réellement présent. Il y a une partie de nous qui veut penser que c'est une mise en scène et qu'en fin de compte, bah non, il y a des choses horribles qui se sont passées là-bas, c'est bien réel. Aujourd'hui, il reste peu de preuves matérielles du crime contre l'humanité perpétré par les nazis. Seule une infime partie des objets des déportés échappe au dynamitage des installations. Ce voyage à Auschwitz nous permet de mettre des images et des lieux sur une partie de la Shoah. Cette dure réalité nous ouvre les yeux sur l'horreur et la barbarie nazie. Nous sommes désormais responsables. Les voix de vos guides, les voix des collègues, les voix de vos accompagnateurs transmettent les voix désormais éteintes d'un nombre de déportés ici. Certains qui ont survécu nous ont demandé de transmettre leur voix, de transmettre leur message. Et tous ici, autant que nous sommes, et vous maintenant, nous sommes redevables et responsables de ce message que nous ont transmis les déportés. Et à la fin du séjour, on s'est tous réunis pour faire une minute de silence devant la plaque commémorative en mémoire aux déportés français. Et de voir tout ce grand groupe faire une minute de silence, c'était juste magnifique. Nous sommes la génération charnière, celle qui a encore la chance de pouvoir rencontrer les derniers témoins directs. C'est pourquoi, sans prétendre prendre leur rôle, il est vital de faire en sorte que leur voix et celle de toutes les victimes ne soient pas oubliées. Nous espérons que ces images, reflets de nos émotions pendant ces quelques instants au cœur de la noirceur humaine, vous auront sensibilisé sur cette tragédie. À votre tour, vous pouvez perpétuer leur mémoire, non pas en tant que simple événement historique, mais bel et bien comme la fin de leur vie, singulière et unique.